voudrais d'abord vous exprimer tout mon remerciement, ça marche, le profond remerciement de m'avoir invité à venir échanger ici sur un sujet qui est compliqué, mais qui est un sujet, je crois, vital pour l'Afrique. Et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas seulement d'un territoire, je ne parle pas seulement d'une aire géographique, je parle de personnes de chair et de sang qui vivent, qui ont des espoirs, qui nourrissent des projets. Et nous sommes ici au cœur, je crois, de quelque chose qui, j'y reviendrai tout à l'heure, peut décider de l'avenir que nous aurons ensemble. La deuxième observation que je voulais faire, et puis je me réjouis particulièrement d'être ici, de retrouver Thinking Africa à travers Saïd Abbas, à travers Mara, et puis d'autres qui sont dans la salle depuis une certaine, je crois, matinée de 2014 où nous nous étions vus pour un entretien. C'est avec plaisir que je retrouve cette organisation qui est à la fois dynamique, qui pense un peu, je dirais, dans le désert, malheureusement, beaucoup dans le désert, essaye de penser l'Afrique et essaie de le penser comme une réalité qui peut avoir une consistance différente, pas nécessairement, mais différente de ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et puis, pour revenir au sujet, si vous retenez ce que je vais dire là en une ou deux phrases, c'est l'essentiel et je me tairai. Je pense que face à la justice transitionnelle, il faut savoir garder beaucoup d'humilité. On manie beaucoup de concepts, on manie beaucoup de discours. Et ce que l'on manie pour des objectifs qui sont, semble-t-il, des objectifs à très long terme de paix durable. Mais nous, notre génération, qui sommes-nous pour pouvoir mesurer les effets des actes que nous posons aujourd'hui pour demain ou pour après-demain? Et je vais y revenir tout à l'heure. Souvent, on a des discours très radicaux, des discours d'une certitude absolue de la part des institutions, de la part des acteurs, de la part des ONG qui savent ce que c'est que la justice transitionnelle, qui savent quel est le destin qui doit être fait à tel ou tel pays, dans tel ou tel cadre de conflit, mais à vrai dire, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas grand-chose à nous-mêmes si nous ne sommes pas attentifs à ce qui est dit par les populations, à ce qui est dit par les victimes, à ce qui est dit par les personnes qui vivent sur ces territoires-là et qui s'imaginent et qui s'inventent un avenir commun. Alors, les organisateurs nous ont dit 15 minutes. Et donc 15 minutes, c'est juste le temps de poser quelques jalons et de poser une sorte d'introduction au débat, une sorte de provocation au débat. Et puisque ils ont choisi de traiter de la notion de justice transitionnelle en Afrique, je voudrais essayer partir de l'idée africaine de justice transitionnelle, et ensuite je ferai un constat, c'est qu'il existe déjà une idée africaine aujourd'hui de la justice transitionnelle. En tous les cas, il y a une prétention à l'existence d'une idée africaine. Maintenant, à partir de cette prétention-là, quels sont les problèmes qui se posent et en tout cas quels sont les questionnements que l'on peut avoir face à la justice transitionnelle en Afrique? Il se trouve que, je suis professeur de droit public, naturellement, mais comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais c'est intéressant de dire aussi d'où l'on parle. Et comme Saïd Abbas, il se trouve que pendant 3 ans, je suis de nationalité centrafricaine et française, et pendant 3 ans, vous savez que la République centrafricaine est dans un conflit, reste encore, qui est très très profond, et j'avais épaulé le président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine pendant 3 ans et demi comme conseiller juridique. Et il s'est trouvé que l'Assemblée nationale avait souhaité engager une initiative parlementaire pour la paix,
que nous avons construit, et j'ai eu à piloter cette expérience-là. Ça a finalement échoué, mais j'en ai tiré un certain nombre de leçons. Quant à la réflexion que l'on peut se faire sur ce type de processus, je ne vous parlerai pas de la République centrafricaine, mais ce que je dirai sera notamment inspiré de cela, et si vous le souhaitez, nous reviendrons dessus pendant le débat pour pouvoir préciser des points particuliers. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une idée africaine. D'abord, il faut commencer par le constat. Ce que nous appelons justice transitionnelle, parce que, après tout, la notion ne s'est imposée qu'au milieu des années 90. Et donc, ce n'est que rétrospectivement, par des analyses, que nous remontons jusqu'aux tribunaux de Nuremberg, de Tokyo, pour les faire entrer dans la catégorie de la justice transitionnelle. D'ailleurs, il serait d'ailleurs intéressant de faire une brève historique de la manière dont la notion de justice transitionnelle est née. Elle est née aux États-Unis. Elle n'était pas l'œuvre d'universitaires, elle était l'œuvre de juristes de terrain, de défenseurs des droits de l'homme, et qui ont décidé à un moment, en 1995, notamment, ils ont décidé de s'arrêter sur les pratiques que l'on observait sur le terrain, pour essayer de leur donner un sens, mais pas seulement de donner un sens à la réalité, mais également pour définir les rôles des différents acteurs. Et dans la mesure où il s'agissait d'acteurs, d'opérateurs de terrain, qui étaient essentiellement dans une posture de dénonciation des violations des droits de l'homme, de dénonciation de la malgouvernance et aussi de tentative d'aide, ils ont inclus cela dans la définition. Les universitaires n'entreront dans la danse qu'un peu plus tard. De telle sorte qu'on peut même se dire, si je voulais être provocant, je dirais aujourd'hui, il n'existe pas de justice transitionnelle, ça n'existe pas. C'est juste une idée. Mais, simplement, il y a une idée africaine. La justice transitionnelle en Afrique, Saïd l'a dit tout à l'heure, c'est toute une série d'expériences particulières. Le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone, aujourd'hui la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Soudan, le Congo démocratique, enfin, c'est toute une série d'expériences particulières, le Mali, d'expériences particulières, qui n'avaient pas de prétention à se généraliser. Mais il se trouve que, pas plus tard qu'il y a exactement un an, l'Union africaine a adopté, au niveau de l'Union africaine, on a adopté deux instruments qui sont particulièrement intéressants. Le premier instrument, c'est en avril 2019, c'est une étude qui a été conduite par la Commission africaine des droits de l'homme. C'est l'étude sur la justice transitionnelle et les droits de l'homme et des peuples en Afrique. Et cette étude-là, malgré le titre d'étude, il a une prétention plus large. Il s'agissait pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a travaillé pendant 7 ans, il s'agissait pour elle de voir dans quelle mesure la justice transitionnelle ne serait pas une des exigences de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, la justice transitionnelle est posée dans ce document-là comme un des instruments, en tout cas une des exigences ou un ensemble d'éléments de mise en œuvre des droits de l'homme et des peuples tels qu'ils ont été posés par la Charte africaine des droits de l'homme, perspective donc de protection des droits humains. C'est intéressant. Et le document se présente comme un ensemble de référentiels et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Le deuxième document, il a été adopté en février 2019 et il a une vertu plus ambitieuse encore, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a adopté un document qui porte politique de justice transitionnelle en Afrique. Politique de justice transitionnelle en Afrique, c'est quand même ambitieux, et d'ailleurs le texte lui-même précise qu'il s'agit d'un référentiel de justice transitionnelle authentiquement africain. Authentiquement africain, et que, par ailleurs, c'est une ligne directive continentale. C'est ça l'ambition du texte.
Et dans les deux cas, nous avons affaire ici à des projets qui sont des projets fondamentaux, d'abord parce que ce sont des projets qui ont l'ambition de dessiner un modèle africain de justice. Autrement dit, nous avons, Saïd Abbas l'a rappelé tout à l'heure, l'histoire de la justice transitionnelle est longue, elle engage beaucoup d'États, elle engage tous les continents. Il y a eu des expériences de justice transitionnelle et il y en a encore sur le continent américain, il y en a eu et il y en a encore sur le continent européen, il y en a sur le continent africain, il y en a sur le continent asiatique. Mais, avec ces documents-là, les Africains posent qu'il y aurait une idée africaine de la justice transitionnelle. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'elle est. Et d'ailleurs, cette idée-là, ce modèle-là, ne se présente pas seulement, n'est pas présenté par l'Union africaine seulement comme un modèle de justice, il s'agit aussi de traduire et de mettre en valeur ce qui serait un modèle africain de société politique, ou bien même de société tout court. Et dans les documents, d'ailleurs, je retiens une ou deux phrases dans chacun des documents où on nous indique que la justice transitionnelle est un moyen de mener à une transformation démocratique et socio-économique. On est loin des questions de justice. Et de l'autre côté, la justice transitionnelle est décrite comme un instrument pour bâtir un avenir commun de système de gouvernance démocratique et de gouvernement inclusif. Voilà la perspective que l'Union africaine donne à la justice transitionnelle. Il ne s'agit pas simplement d'un instrument très précis, d'un mécanisme très précis pour conduire à rendre justice aux victimes ou pour retenir la responsabilité de ceux qui ont commis des crimes. Il s'agit d'un ensemble d'outils qui doivent permettre de refonder la société et d'aller vers une société différente, y compris des éléments relevant de la justice stricto sensu, mais cela va beaucoup plus loin. Et donc, du coup, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle au sens de l'Union africaine? Et de ce point de vue-là, l'approche africaine, si je devais la résumer, je dirais qu'elle est, je reprends les termes d'ailleurs que l'Union africaine utilise elle-même, en tout cas le premier, c'est une approche holistique. C'est une approche qui se veut respectueuse de la subsidiarité et c'est une approche non dogmatique. Approche holistique, c'est intéressant. Cela veut dire que nous avons une approche de la justice qui est une approche globale, qui rassemble toute une série d'éléments, qui essaie de tisser une cohérence entre ces différents éléments, mais qui perçoit la société dans sa globalité, non seulement au plan géographique, ni au plan matériel, mais aussi sur le plan temporel, c'est-à-dire le croisement des générations. Ça va très loin. Et ceci est d'autant plus intéressant que quand on parle de justice transitionnelle en Afrique, à partir des expériences que nous connaissons, la figure maîtresse de la justice transitionnelle, ce sont les commissions. Les commissions vérité, réconciliation, on y ajoute justice, on y ajoute autre chose, réparation ailleurs, etc. La figure emblématique de la justice transitionnelle, ce sont les commissions. Or, dans cette approche-là, on nous dit ce n'est pas que cela. Et donc la question de la justice transitionnelle, ce n'est pas seulement la question de la manière dont on conçoit les commissions de vérité et réconciliation et la manière dont on articule ces mécanismes de vérité et réconciliation avec la justice traditionnelle que nous connaissons, c'est-à-dire la justice répressive, par exemple en matière pénale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. La question est beaucoup plus vaste que cela. Et donc, l'approche holistique signifie d'abord qu'il y a une sorte de, je dirais, transtemporalité. La justice transitionnelle est pensée à partir d'un moment comme un moyen de sortie de crise. Donc il est situé dans le temps. C'est à l'issue d'une crise qu'on va se mettre à penser et à mettre en place un certain nombre de mécanismes. Mais du point de vue de l'Union africaine, l'ambition, à partir de cet instant, est de projeter en avant, pour plusieurs générations si possible, une société africaine différente. Une société différente. Et donc la justice transitionnelle, contrairement à la manière dont on l'avait conçue au départ,
c'est-à-dire comme une justice d'une parenthèse, dans un temps de parenthèse qui a un début et qui a une fin. Dans la perception de l'Union africaine, il y a un début, mais il ne doit pas y avoir de fin. En tout cas dans les documents récents. Approche holistique aussi parce que c'est une approche où les instruments qui sont mis en place vont poursuivre une multitude de buts, d'objectifs. Et vous le savez tous, il y a la paix durable, la réconciliation, la justice, et la notion de justice va de la justice, je dirais, répressive, réparatrice, jusqu'à la justice sociale, c'est-à-dire à la lutte contre les inégalités et les exclusions. Parce que dans la plupart des conflits que nous connaissons en Afrique, il y a souvent à l'origine l'exclusion d'un certain nombre de populations, de territoires, de groupes, etc. Donc l'idée de justice ici n'est pas seulement une idée de rechercher des responsabilités à partir d'un fait donné, à partir d'un crime qui a été commis, c'est l'idée de rétablir dans la société une justice complète. Donc plusieurs finalités, y compris des finalités de gouvernance et des finalités institutionnelles. Approche holistique aussi parce qu'elle est multidimensionnelle. Multidimensionnelle, elle comporte différentes dimensions, différents éléments. Dans les schémas que nous avons, parmi ceux qui ont été cités tout à l'heure, auxquels on ajoutera celui que je connais un peu mieux, c'est-à-dire la République centrafricaine, vous avez d'abord la dimension paix et sécurité. La dimension paix et sécurité, cette dimension paix et sécurité contient à l'intérieur tout un tas d'éléments. Ça commence d'abord, du point de vue de l'Union africaine, par le point de départ, c'est un accord de paix. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est pas un hasard, et ça produit un certain nombre d'effets. Il faut commencer par un accord de paix, c'est un postulat de l'Union africaine. Et puis après, cela suppose aussi la mise en œuvre de dispositifs qui sont les dispositifs de DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement, démobilisation, réinsertion des soldats des groupes armés. C'est mener ces politiques-là. C'est la réforme des systèmes de sécurité et de défense. Il y a un ensemble de politiques, en fait, structurelles, qui rentrent dans cette case-là de l'objectif de l'élément paix et sécurité. Et si on prend celui de la justice, d'ailleurs, je fais observer ici que dans le contexte de la justice transitionnelle, on évite autant que possible la notion de justice. On va parler de lutte contre l'impunité. Plus, dans la discussion tout à l'heure, on y reviendra, c'est pas neutre non plus. Donc, tous les éléments que j'avais évoqués tout à l'heure, justice traditionnelle, les mécanismes de vérité qui ont aussi une vertu qui est de reconstruction de l'histoire nationale, de l'histoire commune nationale et de reconstruction de la mémoire, entrent aussi dans ces mécanismes-là de justice. Les éléments de lutte contre les inégalités et les exclusions, c'est ce qu'on appelle la justice distributive, les éléments de justice redistributive. Il y a aussi, toujours parmi ces dimensions, les deux dernières dimensions que je citerai juste simplement en passant, c'est la protection des droits fondamentaux, et puis dernier élément, ce sont les réformes institutionnelles. Et les réformes institutionnelles qui entrent dans l'idée de justice transitionnelle, cela va de la réforme de l'État, des réformes structurelles, visant à fonder l'État à nouveau, jusqu'aux questions d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, il y a une sorte de, de conviction africaine que dans le cadre de la réparation de ces sociétés-là, il faut décentraliser, c'est-à-dire aller vers des systèmes soit de décentralisation, de régionalisation ou de fédéralisation. Et donc toutes ces réformes-là, tout ça rentre dans la justice transitionnelle. Alors, deuxième aspect de l'approche africaine, c'est que cette approche africaine se veut respectueuse des dynamiques locales, celles du terrain. L'idée, c'est de dire que dans chaque conflit a sa spécificité et il convient de trouver les solutions au plus près de ces conflits-là. Et
dans les documents que j'ai cités tout à l'heure, il y a une notion qui essaie de rendre compte de ça, c'est l'appropriation au plan national et au plan local. Et derrière cette notion d'appropriation au plan national et au plan local, nous avons l'impératif que la justice transitionnelle réponde aux demandes sociales qui sont dans le conflit, que les acteurs qui sont là soient d'abord les principaux impliqués dans la construction de la justice transitionnelle, des mécanismes de justice transitionnelle, et que ces mécanismes-là soient porteurs des choix qui ont été faits par les acteurs nationaux et locaux, et soient aussi porteurs des valeurs, qui sont des valeurs locales. Tout cela est très vertueux. Et enfin, dans le dernier élément de l'approche africaine, c'est une approche non dogmatique qui se veut non dogmatique. Les documents que je vous ai indiqués tout à l'heure ne sont pas des documents à caractère qui énoncent des normes obligatoires, ce ne sont pas des documents à caractère conventionnel, par exemple, ce ne sont pas des protocoles, donc il n'y a pas d'obligation juridique qui en résulte pour les États africains. C'est un ensemble de référentiels qui vise à aider les États, en tout cas qui a la prétention simplement d'aider les États à construire leur propre système en piochant à l'intérieur de ce qui y figure. Et donc on a, je dirais presque une triple variabilité. Les choses vont varier du point de vue des objectifs poursuivis. On peut très bien avoir un système de justice transitionnelle qui ne poursuit que l'objectif de réconciliation, pas de justice du tout. C'est aussi un élément de justice transitionnelle. Donc on choisit les objectifs que l'on veut mettre en œuvre, on choisit aussi les modalités de justice transitionnelle, et puis on va choisir aussi l'articulation entre ces différents éléments. Donc voilà un peu comment se présente ce projet-là d'un système africain de justice transitionnelle. Maintenant, quand on va dans ces textes-là, j'aurais pu en rester là et vous dire tout est magnifique, tout est très beau dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, le discours de l'Union africaine est bien celui-là, mais nous allons plutôt poser un certain nombre de questionnements. 3 questionnements si vous voulez bien, je serai bref. 3 questionnements. Premier questionnement, le rapport entre les objectifs de paix, de réconciliation et de justice. Je dis immédiatement, puisqu'il faut que je fasse court, que ce que l'on présente comme le modèle africain résulte d'un choix très clair au profit de la paix et de la réconciliation contre la justice. Et ça, c'est un choix très clair qui se manifeste de différentes manières. D'abord, le fait que l'Union africaine place comme point de départ de la construction des systèmes de justice transitionnelle la nécessité d'un accord de paix. Cet accord de paix va être la résultante de rapports de force, soit parce que ce sera la justice des vainqueurs, auquel cas vous avez ce que Saïd Abbas a décrit tout à l'heure, soit dans un certain nombre de situations, comme par exemple en République centrafricaine ou au Mali, ou même en Libye. Ce n'est pas une justice post-conflit, ce n'est pas un mécanisme post-conflit, le conflit est encore là. Et les acteurs sont encore là et ils sont puissants. Et surtout, nous sommes dans une situation où l'État est sans doute le moins puissant des acteurs. Et donc, les négociations telles qu'elles vont se nouer entre l'État et les groupes armés, en termes de rapport de force, ces acteurs vont pouvoir imposer l'amnistie. Et cela va se traduire soit par des lois d'amnistie, ça c'est la vieille, je dirais c'est la vieille méthode. C'était trop simple. Aujourd'hui, on est devenu un peu plus, on est devenu plus sophistiqué. L'amnistie peut passer, par exemple, par le fait que on va parler de lutte contre l'impunité, mais avec l'exigence de constituer un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale porte en germe l'amnistie. On va, autre méthode encore, on va mettre en place un dispositif de commission vérité-réconciliation, mais vers lequel on va diriger la totalité des problématiques de justice, tout en sachant qu'en Afrique,
Les commissions vérité et réconciliation, contrairement à ce qui peut se passer ailleurs, notamment en Amérique du Sud, ce sont des dispositifs qui n'ont pas de caractère contraignant. Donc on évacue la justice. C'est un choix qui a été fait. Et puis, comme il n'y a pas le temps, je ne peux pas citer les contre-exemples, mais je vous cite juste les noms et peut-être que nous y reviendrons. Ce choix-là, ce n'est pas le même qui a été fait en Colombie, par exemple. Ce n'est pas le même qui a été fait dans les États d'Amérique du Sud de façon générale, avec cette exigence de vérité, la notion de vérité et de droit à la vérité sur le continent américain telle qu'elle a été interprétée par la Cour américaine des droits de l'homme. La vérité est le début de la justice. Il s'agit de rechercher la vérité pour permettre aux victimes de connaître les faits pour aller devant le juge. Et ce n'est pas comme ça qu'on le voit en Afrique. Ce n'est pas la même chose non plus que ce qui s'est passé en Europe centrale et orientale. Je prends l'exemple des pays baltes, par exemple, où on avait des processus qu'on peut appeler de transition, avec... il y a une jurisprudence qui est extrêmement intéressante de la Cour européenne des droits de l'homme sur un des dispositifs de cette transition-là qu'on avait appelé les lois de lustration, c'est-à-dire les lois qui permettaient de nettoyer un peu et de renforcer l'état de droit. Et on a une idée ici qu'on ne retrouve pas en Afrique, et même qu'on combat en Afrique, c'est l'idée selon laquelle une démocratie peut se défendre et doit se défendre. Une société nouvelle doit pouvoir se défendre et doit pouvoir se défendre contre ses ennemis. En Afrique, on n'a pas d'ennemis. Dans les dispositifs de justice transitionnelle, il faut bannir ce mot. Il n'y a pas d'ennemis, pas d'ennemis personnels, mais il n'y a pas d'ennemis du système. Ça, c'est le premier questionnement. Le deuxième questionnement, je serai plus bref encore, c'est un questionnement autour de la subsidiarité, de la flexibilité, dont je vous disais tout à l'heure que c'était un des traits caractéristiques que les États africains ont voulu donner. À partir de sur cette question-là de la subsidiarité, qui est une valeur positive, il vaut toujours mieux que les solutions soient trouvées par les populations au plus près de leurs problèmes. Mais, petite question, qui décide des contours et du contenu du modèle de justice transitionnelle et des mécanismes? Qui décide des équilibres? Et qui va décider de cette subsidiarité-là? Est-ce que ce sont les victimes? Non. Dans tous nos mécanismes, les victimes sont soit totalement refoulées à l'extérieur, soit placées dans des positions marginales. Donc ce ne sont pas les victimes qui vont décider. Est-ce que c'est l'État lui-même? Soit on est dans l'hypothèse que Saïd a dit tout à l'heure, l'État va le faire, mais c'est l'État, c'est un camp. Soit l'État est trop faible pour le faire, donc ce n'est pas l'État qui va décider. Est-ce que c'est l'Union africaine? L'Union africaine n'a en l'occurrence qu'un pouvoir de persuasion. L'Union africaine ne peut obliger personne à faire quoi que ce soit. Et donc on finit par se retrouver dans un pur rapport de force sur le terrain, avec des gens qui vont décider de la subsidiarité, du contenu de cette subsidiarité-là, et ce ne sont pas nécessairement, ce n'est pas la collectivité nationale qui va décider. Et ça c'est une petite question. Une autre question, le temps, la question du temps. Si vous voulez construire de la subsidiarité, il vous faut du temps. Si vous voulez construire un système qui renvoie aux valeurs locales. Je prends juste un exemple pour être concret. En République centrafricaine, on a pris un autre chemin, je le déplore. Je pense que le système de justice transitionnelle tel qu'il était réclamé par les Centrafricains suppose, à côté de la justice traditionnelle, qu'on fasse jouer les valeurs sociales, les valeurs de contrainte sociale. Autrement dit, les communautés devrait être le lieu pour pouvoir examiner, un peu comme les Kachata, mais un peu différemment, dans un autre esprit, le lieu où doit se retisser le lien social, le lieu où on peut dire à un membre qui a fauté, voilà, vous pouvez retrouver les liens de communauté avec nous, mais à la condition que. C'est une justice qui n'a pas d'éléments de contrainte par la force. Donc il faut trouver les valeurs auxquelles les gens sont attachés et qui peut jouer un rôle intégrateur. Mais pour pouvoir le faire sur le même territoire d'un même État,
Vous pouvez avoir 3 ou 4 ou 5 systèmes différents. Mais tout ça demande à ce qu'on aille chercher et qu'on prenne le temps de trouver. Or, on ne trouve pas. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a la généralisation d'une sorte de justice de transition de proximité, mais qui a un caractère à la fois formel et essentiellement bureaucratique. Vous avez, on nomme, et puis d'ailleurs les présidents aiment bien ça, ça permet de nommer la clientèle. Ils sont là-bas, ils sont partout, ça fait des choses qui sont très bien. Et puis, du coup, on en arrive à quelque chose qui me paraît plus grave encore, et ce sera la conclusion de ce point-là, qui est que, alors que le système de justice transitionnelle est censé renforcer l'État, fonder un État nouveau, il apparaît même comme un élément de fragilisation de l'État et de l'ensemble collectif, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le jeu de rapport de force, avec des acteurs prédominants qui ne sont pas les acteurs étatiques. Et c'est eux qui vont décider du sort et du visage de demain de l'État. Et ceci me paraît extrêmement préoccupant. On a des débats au Mali, par exemple, et en République centrafricaine, mais on l'a connu aussi en Côte d'Ivoire, sur, par exemple, les juristes aiment bien ça, quelle est la position d'un accord de paix par rapport à la Constitution? L'accord de paix est l'expression de la volonté des groupes armés essentiellement ou de la partie la plus forte, mais il va venir rompre ce qui est censé être l'expression de la volonté du peuple ivoirien, de la volonté du peuple malien, de la volonté du peuple centrafricain. Et on a des débats où ils nous expliquent, certains nous expliquaient en République centrafricaine que l'accord de Khartoum qui a été signé a une valeur supraconstitutionnelle. C'est-à-dire que cet accord qui est issu de la volonté de groupes armés est au-dessus de notre collectif national. Et donc on a vraiment des éléments d'implosion de l'État et de remise en cause fondamentalement de l'État. Et pour finir sur une note à peu près positive, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit positive, c'est le questionnement sur l'africanité de ce modèle. Bien sûr, on nous dit que c'est un modèle africain, mais il faut savoir quand même que nous avons d'autres référentiels ailleurs. Aux Nations Unies, par exemple. Je vous invite à aller regarder sur Internet, vous avez un débat extrêmement intéressant du Conseil de sécurité du 13 février 2020 sur la justice transitionnelle dans le cadre du système des Nations Unies, ramené essentiellement à la question de la consolidation et de la pérennisation de la paix et inscrit dans la perspective du maintien de la paix. Donc il y a un référentiel des Nations Unies. L'Union européenne a adopté un document de politique de l'Union européenne en matière de justice transitionnelle bien avant l'Union africaine, le 16 novembre 2015. Nous avons des conclusions du Conseil qui énoncent les éléments d'une politique de l'Union européenne en la matière. Alors, de là à penser que nous sommes dans un système de concurrence des modèles et de concurrence des référentiels, il n'y a qu'un pas que je ne sauterai pas, mais pour finir et en conclusion de ce débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité, je vous lis seulement ce que disait monsieur Nagaraj au titre de l'Inde à propos de la justice transitionnelle. Ces approches, les approches de justice transitionnelle, ont aussi coïncidé avec les buts de certains donateurs, banques et agences humanitaires qui tiennent à un état de droit fort pour permettre le développement économique. En conséquence, l'implication d'acteurs étrangers dans les conflits internes n'est pas seulement devenue plus fréquente, mais elle a aussi donné lieu à un certain niveau de coercition et à des activités d'édification de l'État contraires au concept traditionnel de souveraineté. Nous sommes dans ce monde-là où se joue un certain nombre d'intérêts derrière la vertu des systèmes de justice transitionnelle, mais je vous avais dit que je finissais simplement ainsi pour vous provoquer, donc je m'arrêterai là.